À 57 ans, âge où beaucoup de légendes du sport choisissent la tranquillité, Marcel Desailly a décidé de faire l'inverse. Au lieu de disparaître doucement de la scène médiatique, il est revenu sous les projecteurs pour révéler une vérité qu'il porte en lui depuis des décennies. Une vérité lourde, inconfortable, presque dévastatrice, au point qu'il avait choisi de la cacher même à ses proches, même à ceux qu'il avait accompagnés des terrains de football jusqu'aux studios de télévision du monde entier. Cet aveu, commencé d'une voix presque imperceptible, a surpris autant qu'il a bouleversé. Car Desailly, dans l'imaginaire collectif, n'est pas seulement un ancien champion du monde ou un défenseur mythique. Il est un symbole, un pionnier venu de plus loin que les autres, un homme construit par la force, la discipline et une sorte de résilience indestructible. Pour comprendre l'onde de choc provoquée par ces révélations, il faut revenir en arrière, dans les rues d'Accra, dans les vestiaires de Nantes, dans les nuits glaciales de Milan, et surtout dans les failles invisibles qui se cachent derrière la trajectoire brillante d'un champion. Depuis plusieurs années, Marcel Desailly apparaissait comme un homme en paix. Toujours impeccable, toujours maîtrisé, il incarnait l'autorité tranquille du consultant sportif respecté. Ses interventions à la télévision étaient précises, ses analyses pondérées, et même son sourire semblait dire « J'ai traversé le pire, je connais le meilleur ». Mais la réalité, comme il l'a lui-même confessé, était bien différente. Derrière la force apparente, derrière la stature de roc, vivait un homme miné par une vérité intime, un événement enfoui, une blessure qu'il avait décidé d'ignorer pendant trop longtemps. Lorsque l'interview a commencé, rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Il parlait simplement de sa carrière, de ses années à l'OM, de la rigueur légendaire de Fabio Capello à Milan, de la solidarité d'une équipe de France devenue une famille. Puis soudain, son regard a changé. Un silence inattendu, lourd, presque irréel, s'est installé. Les journalistes présents se sont immobilisés comme si l'air lui-même pressentait que quelque chose d'important allait être dit. Puis il a lâché, pendant des années, « J'ai menti, pas par lâcheté, par survie ». Cette phrase, prononcée d'une voix basse mais ferme, a fait l'effet d'un séisme. Quel mensonge! Pourquoi survie? Pourquoi maintenant? Il a alors commencé un récit qui, même aujourd'hui, résonne comme un coup de tonnerre. Pour comprendre ce qu'il allait révéler, Desailly a choisi de revenir à son enfance. À Accra, au Ghana, il n'était pas encore le roc, mais un garçon timide, discret, souvent perdu dans un quotidien instable. Il n'a jamais renié ses origines, mais il n'a jamais caché non plus combien il s'était senti déraciné, non seulement physiquement, en arrivant en France à l'âge de 4 ans, mais émotionnellement, car son histoire familiale est complexe. Son père biologique, inconnu du grand public, était absent. L'homme qui lui a donné son nom, un diplomate français, n'était pas son père de sang, mais son père de cœur. Ce passé, il l'a souvent évoqué, mais jamais dans sa version la plus intime. Celle où il raconte le sentiment d'être un étranger partout où il va, le sentiment de devoir constamment mériter sa place, dans sa famille comme dans son pays d'adoption. Lorsqu'il a grandi, cette pression s'est transformée en carburant. Il voulait réussir, non pour la gloire, mais pour prouver à qui? À lui-même peut-être, qu'il n'était pas une erreur du destin. Chaque entraînement, chaque match, chaque duel gagné était une victoire contre l'idée qu'il n'était pas légitime. Mais ce besoin de prouver, d'être parfait, d'être fort, d'être invulnérable est devenu une cage. Les années professionnelles, le succès, la célébrité et l'érosion intérieure, lorsque sa carrière a explosé, beaucoup ont pensé qu'il vivait un rêve. En réalité, il vivait une double vie, celle que tout le monde voyait et celle où il portait en silence une angoisse profonde. Il l'a reconnu lui-même. Je n'arrivais plus à être vulnérable. Quand on me félicitait, je pensais à ce que je devais cacher. Quand on m'admirait, je pensais à ce que je ne pouvais pas dire. Ce secret, dévoilé récemment, n'est pas un simple détail de biographie. Il a façonné son caractère, ses choix, sa manière d'aimer, de se protéger, de garder les autres à distance. Même certains de ses anciens coéquipiers affirment aujourd'hui qu'ils ressentèrent quelque chose, un mur invisible autour de lui, un espace intérieur auquel personne n'avait accès. Sur le terrain, cela se traduisait par une intensité presque surhumaine. Il ne jouait pas seulement pour gagner, il jouait pour exister. À l'OM, à Milan, à Chelsea, en équipe de France, il s'imposait un niveau d'exigence que peu de joueurs peuvent supporter. Et pourtant, il ne craquait jamais, du moins en apparence. Car en privé, les fissures s'élargissaient. Le poids du secret, j'avais peur qu'on découvre qui j'étais vraiment.
Pendant l'interview, Desailly a expliqué que ce secret, qui sera détaillé dans les chapitres suivants, n'était pas une faute qu'il avait commise, mais une vérité sur son identité, une part de lui qu'il jugeait incompatible avec l'image du champion inébranlable qu'on attendait de lui. Toutes ces années, il a vécu avec la peur qu'une rumeur éclate, qu'un proche parle, qu'un document ressorte, qu'un journaliste découvre ce qu'il tentait de dissimuler depuis si longtemps. Cette peur le hantait au point qu'il en arrivait à se couper des autres, à empêcher quiconque de l'approcher trop près émotionnellement. Il l'a dit avec une lucidité désarmante, « J'avais peur d'être démasqué ». Cette phrase, lourde de sens, a ouvert une brèche dans l'armure, car cet homme, habitué à affronter Ronaldo, Batistuta, Shevchenko ou Bierhoff, avoue aujourd'hui qu'il ne parvenait pas à affronter son propre passé. Pourquoi maintenant? Pourquoi à 57 ans? La question était inévitable. Pourquoi briser le silence aujourd'hui, après tant d'années d'omerta? Sa réponse a été d'une simplicité déchirante, parce que j'ai compris que me taire me détruisait plus que la vérité. Et parce que je veux vieillir libre. Depuis quelque temps, confie-t-il, il ressentait un épuisement moral, comme si son secret pesait davantage avec l'âge. Il parlait de nuits blanches, de crises d'angoisse, d'un cœur qui se serre pour rien, d'une impression permanente de courir sans jamais arriver nulle part. Et puis, comme souvent dans ce genre d'histoire, il y a eu un événement déclencheur. Un choc, une peur, quelque chose qui a fait basculer le fragile équilibre qu'il maintenait depuis tant d'années. Ce moment, il le racontera dans le chapitre 2. Mais il a donné un indice. J'ai cru que tout allait s'arrêter, que je n'aurais plus jamais l'occasion de dire la vérité. En quelques heures, son aveu est devenu un phénomène mondial. Les réseaux sociaux ont explosé. Les journalistes sportifs et généralistes ont ouvert des éditions spéciales et des millions de personnes se sont mises à spéculer. Quel est ce secret? Est-ce un drame familial? Est-ce lié à sa carrière, à sa santé, à sa vie personnelle, à quelque chose qu'il a subi et non commis? La réponse, il l'a promis, viendra. Et elle est, selon lui, plus cruelle et plus libératrice qu'on peut l'imaginer. Pour la première fois, Marcel Desailly se montre fragile. À mesure que l'interview avançait, Desailly n'était plus le défenseur inébranlable que l'on connaissait. Il devenait un homme, simplement un homme, fatigué de se battre contre lui-même. Il a raconté ses doutes, ses regrets, ses nuits d'insomnie. Il a avoué qu'il s'était souvent senti seul, même entouré de milliers de supporters. Il a dit qu'il avait fui les émotions pour ne pas affronter la sienne. Puis, dans un moment d'une rare intensité émotionnelle, il a confié « J'ai passé 50 ans à jouer un rôle, maintenant je veux vivre ». Ce qu'il n'a pas encore dit, et que les prochains chapitres dévoileront. À la fin de son récit, on ne connaît pas encore la nature exacte de ce qu'il révèle. Mais tout indique que ce n'est ni un scandale ni une confession de faute. C'est autre chose, quelque chose de profondément intime, quelque chose qui touche à son identité, à sa dignité, à son histoire personnelle. La salle d'interview était silencieuse, presque irréelle, lorsque Marcel Desailly reprit la parole pour entrer dans ce qu'il appelait la partie la plus douloureuse. Le premier chapitre avait secoué le public, mais personne n'était préparé à la profondeur de ce qui allait suivre. Car à 57 ans, ce n'est pas seulement un secret qu'il révélait, c'était une vie entière de silence, de peur et de survie intérieure. Le moment où tout avait basculé ne s'était pas produit sur un terrain de football, ni dans les tribunes, ni au cœur du tumulte médiatique. Non, il était arrivé un soir de novembre, dans la solitude d'une chambre d'hôtel au cœur de Londres, alors qu'il se préparait pour une simple intervention télévisée sur la Premier League. Ce soir-là, rien n'annonçait la tempête. Mais une douleur étrange, brutale, l'avait soudain cloué au sol. Une oppression thoracique violente, un souffle coupé, une sensation de vertige si intense qu'il avait cru que son cœur allait lâcher. Seul, couché sur la moquette froide, incapable de crier, il avait senti la panique monter. Ce fut l'expérience la plus terrifiante de sa vie. Il murmure, en se souvenant, « J'ai cru que c'était fini, j'ai cru que tout allait s'arrêter. Et la seule chose qui me revenait en tête, ce n'était pas mes trophées, mais ce que je n'avais jamais eu le courage de dire. C'est cette nuit-là que son passé, longtemps enfoui, était remonté avec une violence inouïe. Son esprit, à la frontière entre la conscience et la peur, s'était mis à répéter ce qu'il avait passé 50 ans à fuir. Beaucoup imaginent que les champions sont nés sous une étoile brillante. Mais Marcel Desailly a grandi dans un chaos intérieur qu'il n'avait jamais complètement accepté. Lorsqu'il est arrivé en France à l'âge de 4 ans, il n'était pas seulement un enfant déraciné.
Il était aussi un enfant portant un secret familial lourd. Son père biologique n'avait jamais voulu le reconnaître. Pendant des années, la seule image qu'il avait de cet homme était celle du refus. Un refus silencieux, mais absolu. Et cette absence, cette déchirure originelle, avait laissé en lui une faille immense. Sa mère, courageuse et déterminée, avait protégé ses enfants comme elle pouvait. Le diplomate français qu'elle avait épousé était devenu le père officiel de Marcel. Mais l'enfant qu'il était savait bien qu'il y avait quelque chose de fragile, de non-dit, quelque chose que le silence enveloppait d'une menace diffuse. Il confie, on croit qu'un enfant ne comprend pas. C'est faux. Je sentais la tristesse dans la voix de ma mère, je voyais les regards, et je savais que quelque chose en moi n'était pas pleinement accepté. Depuis ce jour, Marcel avait ressenti une pression invisible, celle de mériter sa place. Il devait réussir, exceller, se battre. Non pas pour la gloire, mais pour combler un vide qui ne se comblerait jamais. Le football devint sa bouée de sauvetage, son refuge, son armure. À Nantes, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, il s'était forgé une carapace. Ne jamais montrer ses émotions, ne jamais pleurer, ne jamais faiblir. Mais cette façade avait un prix. Il révèle désormais la voix serrée. J'ai compris très tôt que je n'avais pas le droit d'être faible. Je devais être irréprochable, comme si ma vie dépendait de ma capacité à cacher mes fêlures. Et l'un des aspects les plus douloureux de cette pression était le mensonge qu'il commençait à construire autour de son identité. Il avait honte de ne pas savoir d'où il venait vraiment, honte de ne pas avoir connu son père biologique, honte d'avoir peur d'être rejeté une seconde fois. Ce qui a marqué définitivement Marcel, ce n'est pas la simple absence du père, mais l'épisode qu'il n'avait jamais raconté auparavant. À l'âge de 13 ans, un membre de sa famille au Ghana l'avait contacté pour lui annoncer que son père biologique voulait le rencontrer. Ce moment aurait pu changer sa vie. Mais Marcel, déjà marqué par l'abandon, avait refusé. Il avoue aujourd'hui « J'ai eu trop peur, peur qu'il me rejette encore, peur qu'il me dise que je n'étais pas assez bien. Alors j'ai fui. J'ai dit que je ne voulais pas le voir. C'est mon plus grand regret. Cette décision l'a hanté toute sa vie. À chaque victoire, à chaque trophée, à chaque interview où il souriait fièrement, il se demandait en silence « Est-ce qu'il est fier de moi? Est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il regrette ?» Il n'a jamais eu la réponse, car son père biologique est décédé avant qu'il ne trouve le courage de renouer ce lien. Cette douleur enfouie, il ne l'avait jamais révélée publiquement. Elle était à la fois sa faiblesse la plus intime et le moteur secret de sa carrière. Le mensonge devenu bouclier, j'ai inventé un personnage. Dans les années 1990, alors qu'il explosait au plus haut niveau, Marcel Desailly avait appris à contrôler son image comme une machine. Il était le guerrier, le leader, le rock, celui qui ne vacille jamais, celui qui protège les autres mais ne montre jamais sa propre vulnérabilité. Mais derrière ce masque se cachait un homme terrorisé à l'idée que ses fragilités deviennent publiques. Il explique « J'ai construit un personnage, quelqu'un de dur, de froid, de distant parfois. Mais ce n'était pas moi. C'était la version de moi qui ne risquait pas d'être blessée. En réalité, chaque critique médiatique le touchait profondément. Chaque commentaire sur son attitude, sa distance, sa froideur réveillait en lui la peur irrationnelle d'être insuffisant, de ne pas mériter sa place. Plus sa carrière montait, plus la façade devenait indispensable. Et plus il se sentait prisonnier. L'événement qui a tout ravivé, l'appel reçu juste avant sa crise. Pendant l'interview, Marcel a révélé un détail auquel personne ne s'attendait. Quelques heures avant sa crise à Londres, il avait reçu un message vocal d'un membre éloigné de sa famille au Ghana. Ce message disait « Il y a des choses que tu dois savoir avant qu'il ne soit trop tard ». Ces mots ont réouvert brutalement une blessure qu'il tentait d'oublier depuis 40 ans. Ce message faisait référence à son père biologique, à ce que Marcel ignorait, à ce secret familial qu'on lui avait caché pour le protéger. Il ne connaissait pas encore la vérité complète. Elle viendra dans mais ces quelques mots avaient suffi à déclencher en lui un choc émotionnel tellement puissant que son corps avait répondu en panique. Ce soir-là, sur cette moquette d'hôtel, il n'était plus le champion du monde. Il n'était plus le héros de Milan. Il n'était plus le consultant respecté. Il était simplement un enfant qui avait peur. Un enfant qui avait trop attendu pour connaître la vérité. Un enfant qui avait trop longtemps porté le fardeau d'une identité incomplète. La décision qui a changé sa vie. Je dois parler ou je vais me détruire. Lorsque les médecins lui ont confirmé qu'il n'avait pas fait d'infarctus, mais une crise de panique sévère,
Il a compris que son corps ne pouvait plus supporter son silence. Il raconte « Je suis sorti de cet hôpital en sachant que si je ne parlais pas, j'allais y retourner très vite. Et pour de mauvaises raisons. J'ai passé ma vie à fuir. Je ne peux plus. » C'est ce soir-là qu'il a pris la décision de tout révéler, de dire ce qu'il avait caché depuis des décennies, de regarder son passé en face, de ne plus mentir ni aux autres, ni à lui-même. Avant de rendre son histoire publique, Marcel a pris le temps d'en informer quelques proches, des amis de toujours, des anciens coéquipiers, certains membres de sa famille. Tous ont été bouleversés, certains ont pleuré, d'autres sont restés silencieux, incapables de comprendre comment un homme aussi fort, aussi admiré, avait pu souffrir en secret pendant tant d'années. Un ancien coéquipier au Milan AC a confié « On croyait qu'il était invincible, on se trompait ». Sa famille, elle, a compris à quel point il avait vécu isolé émotionnellement. Ils lui en ont voulu, pas d'avoir caché, mais d'avoir souffert seul. Dans ce deuxième chapitre, Marcel raconte les sentiments qui se sont entrechoqués en lui une fois qu'il avait décidé de parler. La honte d'abord. Honte d'avoir été trop faible pour affronter son père, honte d'avoir caché une part de lui-même, honte d'avoir joué un rôle. La peur ensuite, peur du jugement public, peur des interprétations, peur que la vérité ne détruise l'image qu'il avait construite. Mais surtout, un profond soulagement. Il a confié « C'était la première fois de ma vie que je respirais librement. La vérité que tout le monde attend ?» Marcel Desailly a confirmé que le secret en question n'était pas seulement lié à l'absence de son père. Ce n'était qu'une partie de l'histoire. La véritable révélation, celle qu'il avait cachée toute sa vie, concerne la raison exacte pour laquelle son père a refusé de le reconnaître et la vérité familiale que l'on lui avait occultée pour le protéger. Il a conclu ce chapitre d'une voix grave. Ce que j'ai découvert ensuite, je ne l'aurais jamais imaginé. Et je comprends maintenant pourquoi on me l'a caché. Ce que j'ai appris m'a détruit, mais ça m'a aussi ramené à la vérité. Lorsque Marcel Desailly entama le dernier, l'atmosphère dans la salle changea du tout au tout. Le silence n'était pas seulement une pause, il devenait une présence, une tension quasi palpable. Ce qu'il allait révéler, affirmait-il, était la raison profonde de 57 années de silence, de doute, de peur et d'un sentiment de culpabilité qu'il n'avait jamais partagé avec personne. Il savait que prononcer ces mots allait bouleverser non seulement son image publique, mais aussi sa propre identité. Et pourtant, après des décennies passées à se taire, il était prêt. La lettre qui a tout déclenché, « Ton père n'a pas refusé de te reconnaître », il en était incapable. Quelques jours après sa crise à Londres, Marcel reçut enfin la fameuse lettre promise dans le message vocal. Un courrier venu du Ghana, écrit par un cousin éloigné, qui avait longtemps hésité à révéler la vérité. Cette lettre contenait ce que personne n'avait jamais osé lui dire. Il était assis lorsqu'il l'a ouverte, mais il raconte que ses jambes auraient cédé s'il avait été debout. La lettre commençait par une phrase glaçante. « Toute ta vie, on t'a menti pour te protéger. Ton père n'a pas refusé de te reconnaître. Il n'en avait tout simplement pas le droit. » Pendant des heures, Marcel resta immobile, incapable de lire plus loin. Ces mots semblaient contredire tout ce qu'il avait cru. Toute sa colère, toute sa douleur, toute sa construction émotionnelle. Et pourtant, ce n'était que le début. La vérité cachée, son père biologique était déjà marié, et Marcel était l'enfant d'une relation interdite. En poursuivant la lecture, il découvrit que son père biologique, un homme influent au Ghana dans les années 1960, était déjà marié lorsque lui, Marcel, avait été conçu. Mais pas seulement, la famille de cet homme était puissante, traditionnaliste, attachée à l'image, à l'honneur, à la lignée. Lorsque la grossesse de sa mère fut découverte, la nouvelle avait déclenché un véritable séisme familial. Il fut sommé de régler le problème, de couper tout contact, de renoncer à l'enfant sous peine de mettre en péril sa propre famille et la sécurité de la mère de Marcel. En d'autres termes, Marcel n'était pas seulement un enfant non reconnu, il était un enfant interdit, un enfant que la tradition, la famille et les conventions sociales refusaient d'accepter. La lettre ajoutait « Il t'aimait, mais il avait peur, peur de perdre tout ce qu'il avait, peur que ta mère soit attaquée, peur que tu deviennes une cible. » Toute sa vie, Marcel avait cru que son père l'avait rejeté par indifférence ou rejet personnel. La vérité était bien plus violente. Il l'avait abandonné par peur, par obligation, par pression. Et cette nuance, terriblement humaine, brisait quelque chose en lui. Marcel découvrit ensuite un détail encore plus lourd. À plusieurs reprises, durant sa petite enfance,
des membres de la famille de son père avaient tenté d'empêcher tout contact avec sa mère, voire d'organiser son départ forcé du pays. Il était trop compromettant, trop dangereux pour l'honneur familial, trop visible, parce qu'il était la preuve vivante d'un adultère inacceptable. Ses proches avaient dû cacher sa naissance pendant des mois pour le protéger. On avait même demandé qu'il soit envoyé loin pour éviter les problèmes. Marcel, en lisant cela, comprit que son déracinement n'avait jamais été un hasard. Le départ pour la France, à l'âge de 4 ans, n'était pas seulement un choix familial, c'était une décision de survie. Sa voix tremblait lorsqu'il avoua « Je n'ai jamais su que j'étais en danger. Je croyais juste que j'étais un enfant de plus qui partait vivre ailleurs. Mais j'ai été exilé sans le savoir. J'ai été effacé avant même de pouvoir exister. Le poids d'une identité mutilée, je n'ai pas su qui j'étais pendant 50 ans. Ce qu'il découvrait était dévastateur. Son identité entière reposait sur un mensonge construit pour protéger sa mère, sa vie et même sa dignité. Il comprit enfin pourquoi sa mère avait toujours évité certaines questions. Pourquoi elle changeait de sujet lorsque le passé revenait. Elle l'avait protégé au prix d'un gouffre émotionnel qui allait dévorer l'homme qu'il deviendrait. Il déclara « J'ai construit ma vie sur une absence, sur une illusion. J'ai pensé que mon père ne voulait pas de moi. Mais ce n'est pas ça, il ne pouvait pas. Et personne n'a jamais pensé à me le dire. Cette vérité, il l'a reçue comme une gifle. Elle l'a détruit, mais aussi profondément libéré. Le 3e coup, son père avait tenté de le revoir, mais trop tard. La lettre révélait un détail qui le brisa entièrement. Quelques mois avant sa mort, son père biologique avait finalement voulu le rencontrer. Il avait demandé pardon, il avait exprimé son regret. Il voulait lui parler, le voir, lui expliquer. Mais Marcel, à l'époque adolescent, avait refusé, croyant qu'il s'agissait d'un opportunisme tardif, d'une hypocrisie qu'il ne pouvait pardonner. Il eut des mots déchirants. Le rendez-vous que j'ai refusé aurait été le seul. Il est mort sans m'avoir vu. Et moi j'ai vécu toute ma vie avec cette décision. Ce regret-là, disait-il, l'avait rongé depuis toujours. Mais maintenant qu'il connaissait la vérité, la douleur avait changé de nature. Elle n'était plus colère, elle devenait deuil. La blessure identitaire devenue moteur. J'ai voulu être un roc parce que ma vie était du sable. Sa révélation éclaire soudain toute sa carrière sous un jour nouveau. Pourquoi jouait-il avec une discipline presque militaire? Pourquoi ne montrait-il jamais ses émotions? Pourquoi se construisait-il une carapace quasi surhumaine? Parce qu'en lui vivait l'enfant illégitime, l'enfant interdit, l'enfant rejeté par une société qui ne voulait pas de lui. Il avoua « Je n'ai pas construit ma force sur le courage, je l'ai construite sur la peur ». Une phrase terriblement honnête. Ses succès, Coupe du Monde 1998, Ligue des Champions, carrière légendaire, prennent alors une autre dimension. Chaque victoire était une revanche silencieuse. Chaque trophée, une réponse à une blessure que personne ne voyait. Aujourd'hui, Marcel sait que beaucoup de choses ne pourront jamais être réparées. Il ne reverra jamais son père. Il ne pourra jamais avoir une vraie conversation avec lui. Il ne pourra jamais lui demander « Pourquoi ?» Et pourtant, ce qu'il ressent n'est pas de la haine. C'est une immense tristesse, une tristesse adulte, lucide, dépourvue de rage. Il confie « Je ne veux plus détester un homme que je n'ai jamais connu. Je veux comprendre et avancer. Mais la douleur est toujours là, indélébile. Elle fait partie de lui. Pourquoi avoir caché cela pendant si longtemps? Il explique qu'il avait honte, pas de ses origines, mais de son sentiment de rejet, de son complexe, de cette impression envahissante d'être un imposteur au milieu de sa propre vie. Il croyait que révéler ce secret le fragiliserait, le diminuerait, ferait de lui un homme moins fort. Il dit « Je pensais que si je disais la vérité, je perdrais tout ce que j'avais construit. Je me trompais. La vérité ne détruit pas. Le mensonge, oui. La suite, reconstruire tard, mais reconstruire quand même. » À 57 ans, Marcel Desailly ne cherche pas à provoquer un scandale. Il cherche simplement à se réconcilier avec lui-même. Il veut voyager au Ghana, retrouver les membres de la famille paternelle, comprendre ce qu'on lui a caché, rassembler les morceaux de son identité éparpillée. Il veut apprendre, pardonner et surtout redevenir entier. À la fin de son récit, Marcel a levé les yeux vers les journalistes, puis vers la caméra, et a prononcé une phrase simple mais bouleversante « J'ai passé ma vie à être un champion. Aujourd'hui, je veux enfin être un homme. » Cette confession, intime et universelle à la fois, a touché des millions de personnes. Car au fond, l'histoire de Marcel Desailly n'est pas seulement celle d'un footballeur, c'est celle d'un enfant qui a grandi dans l'ombre d'un secret,
d'un homme qui a porté une honte qui n'était pas la sienne et d'une âme qui, enfin, s'accorde le droit d'exister. Et maintenant, un mot pour vous qui avez suivi son histoire jusqu'ici. Si vous êtes arrivé jusqu'à ces lignes, c'est que l'histoire de Marcel Desailly vous a touché, interrogé, bouleversé peut-être. Et cela prouve une chose, derrière chaque champion, il y a un être humain. Derrière chaque visage public, il y a un cœur, des cicatrices, des combats invisibles. Notre mission est de raconter ces vérités, ces parcours, ces récits de vie que personne n'ose dévoiler. De donner une voix à ceux qui ont été réduits au silence. De révéler l'humain derrière l'image. Votre soutien est précieux. Votre attention donne du sens à notre travail journalistique. Votre présence nous aide à continuer à produire des enquêtes profondes, des récits inspirants et des analyses qui vont au-delà de la surface. Rejoignez notre communauté. Si vous souhaitez suivre des récits humains bouleversants, des confidences de célébrités jamais révélées ailleurs, des analyses profondes sur la vie, les carrières et les drames du monde du sport et du spectacle, des documentaires narratifs uniques, des témoignages exclusifs comme celui de Marcel Desailly, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun épisode, activez la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle histoire sort. Likez, partagez, commentez si ce récit vous a ému ou interpellé. Votre engagement nous permet de continuer à raconter des histoires vraies, humaines, fortes, indispensables. Ensemble, faisons vivre les histoires qui méritent d'être entendues. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre confiance. Et à très bientôt pour un nouveau récit qui peut-être changera encore notre regard sur ceux que nous croyons connaître.